Vous avez tout dit un instant que la question du transhumanisme, nous allions la passer. On peut quand même s'y arrêter une seconde, même si c'est peut-être pas une question qui... Non, mais on parlait de l'équipement des prothèses. Voilà. Dans le domaine du sport, la question se pose de savoir si on va équiper les sportifs, j'imagine, d'une multitude d'équipements, de capteurs sous la peau, partout. Voilà. Oui, la question du transhumanisme, c'est une question qui n'est pas non plus triviale. C'est une question qui se pose à la fois... Mais elle se pose à un niveau philosophique, oui. Elle ne se pose pas pour le scientifique. Bien sûr que si. Mais sûr. Elle se pose à un niveau philosophique pour le scientifique aussi. Oui, bien sûr. Et en quels termes? Mais sur le statut de l'homme naturel. Parce qu'il y a le isme aussi. C'est pas simplement le transhumain ou le posthumain. C'est peut-être un nouvel humanisme. Enfin, quelque chose qui remet en cause une certaine représentation de l'homme. Oui, vous savez, je suis maintenant en principe un vieil homme. Et j'ai connu dans ma vie, c'est l'âge où on commence à dire ça, beaucoup d'utilisation de mots en isme. Oui, mais néanmoins, le transhumanisme naîtrait à la conjonction de quoi? Des biotechnologies, de l'informatique, des neurosciences. Donc il y a quelque chose ici qui peut être un point obscur, qui n'est pas très clair, néanmoins qui est l'occasion de poser un certain nombre de questions, savoir est-ce que l'humain n'est pas à un moment crucial de son histoire? Moi, j'ai l'impression que c'est une question que les grands philosophes grecs se posaient déjà à l'époque. Oui, c'est vrai. Par conséquent, je vous réponds. Non, mais il se posait la question du devenir. Non, je pense qu'à la Renaissance, la même question a été posée. Et donc, c'est une question qui se pose à chaque étape du développement de l'homme. Pas spécialement en ce moment. Elle se pose d'une certaine façon. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de parler. Je préfère, chacun d'entre nous préfère. C'est peut-être ma déformation de scientifique étroit. Je préfère parler du problème de l'homme bionique. Voilà une expression. C'est-à-dire des relations que nous avons entre notre corps de chair, comme disait Merleau-Ponty, la chair, et ce corps fait d'artefacts, etc. Donc ça, c'est une façon plus modeste de poser les questions. Comment ? Et je dis c'est une question nouvelle, parce qu'elle ne se posait ni pour les Grecs, ni à la Renaissance. C'est pas simplement le devenir humain de l'homme. Ici, c'est l'intervention de la science et de la technique, modifiant d'une certaine façon l'homme, ou le devenir humain. Oui, mais vous savez, quand Galilée a inventé la lunette, et que les marchands de Venise s'en sont emparés pour voir arriver de loin les bateaux et faire leur marché, la vision de l'homme a changé aussi. Lorsque j'ai travaillé au collège avec une jeune étudiante qui avait fait un mémoire de DEA sur la radiographie. C'est avec elle que j'avais fait ce livre sur les leçons du Collège de France. Et elle avait fait ce mémoire parce qu'elle m'avait dit, moi ça m'intéresse parce que le fait d'inventer la radiographie, ça a changé complètement la vision de l'homme, la conception que l'homme avait de lui-même. C'est vrai. Donc nous sommes à chaque étape à se poser cette question. Et aujourd'hui, plus que jamais, peut-être à cause de l'accélération, n'est-ce pas, des technologies. On découvre aussi quand même que la capacité d'intervention de l'homme sur la nature et de l'homme sur lui-même a pris une ampleur qui n'est pas simplement analysée en termes de degrés peut-être, mais aussi en termes d'une sorte de saut qualitatif. C'est pour ça que nous avons ce petit groupe de travail qui, depuis 2 ans, essaye de réfléchir pour savoir si cette mutation est nouvelle, pas nouvelle, et si les grandes théories aujourd'hui sont adéquates. Vous voyez, c'est un peu arrogant, mais vous savez, un écrivain connu disait
si on n'est pas socialiste à 20 ans, quand est-ce qu'on le sera? Et nous pensons que si on n'essaye pas de se poser des questions à 60 ans ou 70 ans, nouvelles, quand est-ce qu'on le fera? Voilà. Et la perspective qu'il y ait, par exemple, des compétitions sportives avec des cyborgs, pour vous, c'est dans la continuité oui, mais déjà, du corps si façonné? vous voulez, déjà, moi je travaille avec les roboticiens, en particulier humanoïdes, depuis maintenant une dizaine d'années. Le problème de créer des robots humanoïdes est un problème extrêmement intéressant. C'est pas seulement le golem, hein. C'est aussi parce que, par exemple, Bruno Maisonnier, en France, a monté Aldébaran. Il a créé ce petit robot Nao. C'était d'ailleurs le premier grand robot humanoïde français qui a permis de rattraper les Japonais. Et les projets suivants, y compris ceux qui sont actuellement en route au niveau européen, pilotés par exemple avec Paolo Dario à Pise, qui est un grand roboticien, concernent le robot compagnon, c'est-à-dire la création d'un humanoïde qui va vraiment interagir avec les gens, avec des tas de problèmes intéressants. Par exemple, celui qui s'appelle de Uncanny Valley, c'est-à-dire le fait que plus il ressemble à nous, plus on est content, jusqu'au moment où il ressemble vraiment à nous, et à ce moment-là, on commence à être inquiet. Donc ce problème-là, il est aussi complété aujourd'hui par le fait qu'il y a des compétitions. La RoboCup, c'est-à-dire qu'il y a déjà des compétitions de football par des robots. Perspective du cibathlon. Oui, voilà. Donc il va y avoir effectivement des interactions intéressantes entre le monde de la compétition sportive par uniquement des hommes et des femmes et des enfants, et le monde de la compétition sportive par des créatures artificielles et peut-être l'hybridation, c'est-à-dire l'ensemble. Mais c'est formidable. Il faut donner aux jeunes aujourd'hui l'occasion d'étudier ces problèmes-là. Et ce qu'il y a d'intéressant dans les neurosciences aujourd'hui, c'est que nous essayons de créer créationnisme dangereux. Je retire le mot. Nous essayons d'aider des jeunes qui sont intéressés par un chemin à l'interface. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des jeunes venus des STAPS, des sciences du sport, des jeunes venus de l'ingénierie, de l'informatique, de la médecine, de la psychologie, de la philo, travaillent dans des équipes interdisciplinaires pour essayer de répondre à toutes les questions que vous avez posées en tenant compte de ces éléments. C'est pas facile, mais c'est extraordinairement intéressant. Oui, moi je pensais à la réflexion de Stephen Hawking quand il dit que l'humain risque d'être absorbé par l'intelligence artificielle, par les algorithmes, par le chiffre. Y a-t-il un catastrophisme là pour vous? Vous savez, moi, ma famille m'accuse d'être un optimiste invétéré. On entre là dans le domaine de l'optimisme ou du pessimisme, n'est-ce pas? Moi, ma famille et moi-même avons connu tellement de catastrophes que nous n'avons pas d'autre solution que d'espérer.